Merci. Alors, Monsieur Camus, bonjour. Alors, je vais devoir vous faire prêter serment. Donc, conformément aux dispositions du 3e alinéa du 2 de l'article 6 de l'ordonnance 58-11 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoit qu'à l'exception des mineurs de 16 ans, toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est entendue sous serment. Je vais vous demander de prêter le serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Maintenant, vous laissez faire votre présentation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, le champ de cette commission d'enquête parlementaire, ce sont les groupuscules d'extrême droite, ce qui, dès le départ, induit deux remarques. Qu'entend-on par groupuscule et qu'entend-on par extrême droite? D'ordinaire, dans le langage courant, parce que ça n'est pas un concept scientifique, groupuscule, cela désigne des petits groupes qui rassemblent quelques dizaines ou centaines de personnes qui se situent aux marges du spectre politique et pour lesquels la présence aux élections, la politique par les voies de la démocratie ne sont pas une priorité. De tels groupuscules, il en existe à l'extrême droite, il en existe également à l'opposé du spectre politique, et je crois que le préfet du département de l'Hérault, d'ailleurs, rappelait encore hier le rôle que certains d'entre eux ont joué dans les violences commises en marge de récentes manifestations. Les groupuscules peuvent, ceci étant, revêtir des formes juridiques diverses, et c'est d'ailleurs un paradoxe que certains d'entre eux soient désormais des partis politiques dûment enregistrés. Certains sont des associations de fait, un certain nombre sont des associations dûment déclarées sous la forme d'associations loi de 1901. D'autres encore ont choisi, c'est le cas par exemple de la dissidence française, de s'enregistrer comme parti politique et sont à ce titre en position de recueillir, comme tous les partis politiques enregistrés, les avantages qui sont inhérents à cette situation juridique. Je voudrais d'abord, pour ce qui est de l'histoire des groupuscules, faire un rapide flashback sur l'histoire, parce que ce qu'il y a de particulièrement intéressant, à la fois en France et à l'étranger, c'est que les groupuscules dits d'extrême droite, on y reviendra, apparaissent pratiquement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est à peu près comme cela d'ailleurs dans tous les pays d'Europe occidentale. On a tendance à considérer que la fin des hostilités marque la fin également des idéologies fascistes, nazies et assimilées. Il n'en est absolument rien. En fait, dès 1946-1947 apparaissent les premiers groupuscules d'ultra-droite ou d'extrême droite. Il y a des publications clandestines qui paraissent, certaines imprimées en Suisse, acheminées ensuite de l'autre côté de la frontière, dès 1945. Le premier écrit clandestin que j'ai réussi à me procurer date de décembre 1944. Donc vous voyez, il n'y a pas véritablement de période qui aurait été, si j'ose dire, libre d'occupation du spectre politique par les groupuscules d'extrême droite, qui se renforcent au fur et à mesure que les différentes lois d'amnistie, à partir de 1949, permettent à un certain nombre de gens qui avaient été condamnés pour des faits de collaboration de recouvrer la liberté. Le second point sur ces groupuscules, c'est qu'ils forment un environnement instable. Les groupuscules d'extrême droite, à toute période, et c'est encore vrai aujourd'hui, forment une mouvance extrêmement difficile à cerner parce que les groupes se créent et disparaissent. Lorsqu'ils se créent, ils se créent souvent par scissiparité, d'un groupe, et par scission, il en est deux ou trois, scissionnent souvent sur des querelles de personnes qui n'ont guère de motifs politiques, de sorte qu'on est face à un bouillon de culture qui est éminemment instable, et ça a d'ailleurs un lien direct avec le souci que ces groupuscules posent pour l'ordre public, puisque ma théorie est que celles et ceux qui pourraient demain passer à l'acte violent le feront probablement davantage en rupture avec un groupuscule établi qui les encadre qu'à l'incitation du groupuscule en question. Je reviens par exemple sur ce petit groupe de gens jeunes pour la plupart qui ont été appréhendés dans le département des Bouches-du-Rhône notamment l'année dernière pour avoir projeté d'attenter à la vie de diverses personnalités politiques. Tout le monde a dit ces gens sont des militants de l'Action française. Donc ces gens avaient fait effectivement un passage rapide
par le local de l'Action française à Aix-en-Provence, et puis avait rapidement trouvé que l'exégèse de la pensée de Charles Maurras c'était quelque chose d'éminemment ennuyeux, et on avait déduit non pas que l'Action française leur demandait de passer à l'acte, mais qu'il fallait au contraire quitter au plus vite ce mouvement qui n'avait aucune prise sur le réel pour faire, si j'ose dire, leur propre truc à eux, qui en l'occurrence était du domaine de l'action violente. Donc ces groupuscules ont une autre caractéristique, c'est que, à mon avis, le nombre de personnes qu'ils drainent n'a pas bougé depuis environ 10 ans. J'estime à 3000 personnes à peu près l'ensemble de la mouvance, militants et sympathisants du premier et du deuxième cercle. Et autant les groupes bougent, autant le nombre total de personnes impliquées dans cette mouvance reste stable. D'ailleurs, si on prend les déclarations récentes du ministre de l'Intérieur sur le nombre de militants d'ultra-droite impliqués dans les violences liées aux manifestations des Gilets jaunes, je crois que le ministre a déclaré 200 à 300 personnes à Paris. C'est à peu près, à l'unité près, le nombre de personnes qui, après les manifestations contre la loi Taubira, allaient régulièrement, tout près d'ici, au contact des forces de l'ordre, à la nuit tombée, à chaque fois que les manifestations légalement déclarées se terminaient. Qu'est-ce qui caractérise idéologiquement ces groupuscules? Alors, ils peuvent être de sensibilités diverses. Si on devait rentrer dans l'entomologie de l'ultra-droite, on en verrait certains qui sont plutôt catholiques intégristes, d'autres qui sont plutôt néo-païens, des nationalistes révolutionnaires, des néo-fascistes, si j'ose dire, pur sucre, mais tous se rassemblent sur un petit minimum commun qui est d'abord la détestation de la République et de ses institutions. Ce qui fait que, par exemple, les présidents de la République successifs, y compris l'actuel, sont détestés non seulement pour ce qu'ils sont, pour leur personne, mais également pour la fonction qu'ils incarnent, parce que ces gens n'ont, au fond, jamais digéré l'avènement de la République. Certains le théorisent, c'est le cas notamment des monarchistes, avec un corpus doctrinal qui a maintenant 120 ans et qui est un corpus stable et qui attaque la République sur ses principes. Mais chez les autres, il y a avant tout une sorte d'allergie viscérale et compulsive à tout ce qui peut rappeler la forme républicaine du gouvernement. Et ça veut dire que, malgré leurs divergences, ils ont le sentiment d'appartenir à une famille, à une communauté militante qui leur permettra toujours d'entreprendre ensemble un certain nombre d'actions limitées contre ceux qu'ils détestent. C'est-à-dire, tout en se détestant entre eux, ils s'aiment tout de même davantage qu'ils n'aiment ceux à qui ils s'opposent. Maintenant, la véritable question qui se pose, c'est de savoir, sont-ils d'extrême droite? Sont-ils d'ultra-droite? Y a-t-il un autre qualificatif qui puisse les désigner? Le terme d'ultra-droite, je pense que Nicolas Lebourg vous le dira tout à l'heure, est principalement né de la nécessité de trouver un terme approprié pour des gens qui sont à la fois dans l'action violente et qui en même temps ne font pas partie d'un parti politique constitué, reconnu. Lorsque les services de renseignement ont cessé de pouvoir surveiller les partis politiques, il a fallu trouver un terme qui décrivent toute cette mouvance qui est finalement composée d'éléments qu'on appelle aussi radicaux ou violents ou à propension violente. Et finalement, c'est ça, l'ultra-droite. Mais certains, l'ultra-droite, encore une fois, font partie de groupes qui sont des partis politiques enregistrés. Donc, quelle est la frontière entre extrême droite et ultra-droite? Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'évolution du Front National, qui a été évoquée à l'instant, ne leur convient pas. Et ils trouvent, notamment depuis que Marine Le Pen a pris la présidence du Front National en janvier 2011, les militants de ces groupuscules trouvent qu'il y a trahison de l'ADN du Front National tel qu'il a été constitué dans les années 70-80, et que, d'une part, le contenu est mauvais, mais également que la méthode est mauvaise. C'est-à-dire que certains de ces groupuscules peuvent présenter des candidats à diverses élections. Ça a été le cas en 2009 aux élections régionales dans plusieurs régions. Ça a été le cas éventuellement à des élections législatives ou à des élections municipales. Ils peuvent même éventuellement avoir des élus ou siéger. Mais au fond, c'est bien par je n'ose prononcer le terme action directe, mais finalement par la propagande, par le fait, comme on dit chez les anarchistes, qu'ils veulent se faire entendre, dans la rue notamment.
Quand je disais que certains ont des élus, oui, il existe actuellement un conseiller municipal à Issoire qui est affilié au Parti nationaliste français et depuis peu de temps, deux élus régionaux de la région Basse-Normandie qui ont quitté le Front National pour siéger à la dissidence française. Mais lorsque ces groupuscules ont des élus, ce sont quasiment à chaque fois des gens qui quittent le Front National pour ensuite endosser une autre étiquette. Ça n'est jamais le suffrage universel qui les élit sous leur propre bannière, à de très rares exceptions près. Extrême droite ou ultra-droite, je vais dire, on a beaucoup de querelles sur la terminologie. Vous savez, notre collègue néerlandais Casmude, au moment où il a publié sa fameuse thèse, avait recensé pas moins de 26 définitions canoniques de l'extrême droite. Il me disait récemment que le nombre avait dû doubler depuis la publication de l'ouvrage. Et finalement, d'abord, les termes varient selon les pays. En Allemagne, on a une différence qui est faite entre la droite radicale et l'extrême droite. La première qui est opposée à la Constitution et la seconde qui est partisan de renverser l'ordre constitutionnel. Donc ce qui est extrême est plus à droite que ce qui est radical. Nous, on a plutôt tendance à penser l'inverse. Mais au-delà de toutes les querelles sur extrême droite, droite radicale, droite populiste radicale, qui est le terme que Casmudet utilise désormais et que beaucoup d'entre nous suivent, on a encore une fois des invariants. On a des invariants notamment sur le fait que tous ces groupes partagent l'idée selon laquelle le peuple doit pouvoir exprimer sa souveraineté directement sans passer par l'intermédiation du vote. Et c'est tout le succès d'un référendum d'initiative citoyenne que dévoient ces groupes, parce qu'il est censé leur permettre de contourner totalement les corps intermédiaires et la représentation nationale. Et d'autre part, ce sont des mouvements nativistes. Ce sont des mouvements nativistes, terme qui me paraît plus juste d'ailleurs que xénophobe. Nativiste, cela veut dire qu'ils considèrent le monde comme devant être divisé entre nous et les autres, entre ceux qui appartiennent à l'ethnogroupe et ceux qui n'y appartiennent pas. Cela a des conséquences dans deux domaines. D'abord, le rétablissement des frontières. Il faut fermer nos frontières pour que les hommes et les marchandises ne puissent plus circuler librement. Mais cette frontière qui est établie entre la France et ses voisins, elle doit aussi passer à l'intérieur. Ce n'est pas uniquement une frontière à usage externe. C'est une frontière qui passe à l'intérieur entre ceux qui sont, entre guillemets, vraiment français et ceux qui ne le sont pas. Le problème étant que le curseur est assez difficile à établir. Il fut un temps où, dans le programme du Front National, dans les années 70, le parti réclamait, par exemple, la révision de toutes les naturalisations accordées depuis 1962. Allez savoir pourquoi 1962. Aujourd'hui, cet item a disparu du programme. Le Front National est assimilationniste. Donc il considère que toute personne qui veut, par un acte de volonté, devenir français, peut le faire à la condition qu'il s'assimile. Bien. Mais d'autres partis, notamment les groupuscules dont nous parlons, n'ont pas cette vision assimilationniste et considèrent, dans une optique que j'appelle ethno-différentialiste, qu'il existe des populations qui, en raison de leur origine ethnique ou de leur religion, ne sont pas assimilables à la nation française et qui, par conséquent, doivent être empêchés de s'y agglomérer ou qui, c'est la théorie dite de la remigration, doivent, dans certains cas, être obligés de quitter le territoire national, non seulement parce que ce sont des travailleurs migrants qui coûteraient plus cher, nous disent ces groupes qu'ils rapportent, mais parce qu'ils sont un facteur de dissolution de l'identité nationale. C'est-à-dire que même s'ils restent, même s'ils travaillent, même s'ils deviennent des gens qui sont en règle vis-à-vis de la loi française, par le simple fait du métissage, ils opèrent ce que certains appellent le grand remplacement, c'est-à-dire la modification du substrat culturel et ethnique de la population. Pour conclure, je voudrais essayer de dresser une rapide évaluation de ce que ces gens présentent en termes de danger pour l'ordre public. Je crois que tout d'abord, ils ont bien compris, avec les manifestations qui sont encore en cours, qu'ils avaient là un terrain sur lequel ils pouvaient descendre pour diffuser leurs idées et faire quelques adeptes.
Ils ne sont pas à l'origine du mouvement, ils n'en sont pas à la colonne ils n'en sont pas à la colonne vertébrale, mais ils profitent à fond, comme ils le font à chaque fois qu'il existe des manifestations massives, de l'effet d'opportunité qui leur permet de sortir de la relative confidentialité de leurs activités. Et puis, d'autre part, certains d'entre eux, effectivement, sont en voie de radicalisation sur le thème de la guerre ethnique. C'est une tendance que l'on observe depuis une quinzaine d'années. Il y a de la littérature qui circule, des revues, des livres, beaucoup de choses sur Internet qui prédisent l'arrivée rapide d'une situation de guerre ethnique dans laquelle les Français, entre guillemets, de souche, devront prendre les armes pour défendre leurs personnes et leurs biens et défendre également leur identité contre cette vague d'abâtardissement culturel qui serait déjà en cours. On a de la littérature extrêmement violente qui circule. L'arsenal juridique qui existe actuellement permet de le réprimer, encore faut-il qu'il soit mis en œuvre. L'arsenal juridique, par ailleurs, qui existe pour prévenir le danger présenté par ces groupuscules existe aussi. Moi, je suis de ceux qui pensent que la loi de 1936, qui permet la dissolution d'un certain nombre de groupes, suffit à contrôler ces mouvements. Le problème, c'est qu'il existe des gens qui sont irréductibles et qui, malgré le fait d'avoir vu le groupuscule dont ils faisaient partie dissous, continuent à s'engager dans quelque chose qui est une reconstitution. On a des gens qui ont été condamnés pour reconstitution de ligue dissoute et qui, me semble-t-il, si le mouvement auquel ils appartiennent aujourd'hui est demain dissous, trouveront encore un moyen d'en animer un troisième, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des pédigrés dans cette famille politique de plusieurs dizaines d'années de militantisme et qui ne lâcheront jamais, et à qui, me semble-t-il, il faut surtout faire attention à ne pas donner l'auréole qu'ils cherchent, qui est celle du martyr. Donc il existe effectivement une possibilité que certains éléments de ces groupuscules de l'ultra-droite passent demain à des actions violentes, dirigées, c'est tout de même un peu leur obsession, contre nos concitoyens de confession musulmane ou contre des symboles du culte musulman. Il ne faut pas oublier non plus que l'antisémitisme rabique continue à sévir dans un certain nombre de ces groupuscules, même s'il n'est plus toujours leur priorité aujourd'hui. On a des possibilités de passage à l'acte. Elles ne sont ni de la même ampleur, ni de la même nature que le terrorisme islamiste, bien évidemment, ni en termes de nombre de personnes impliquées, ni en termes d'organisation. Il n'y a pas de base arrière, il n'y a pas les mêmes réseaux de financement, etc. Mais c'est un élément à ne pas négliger. Et puis vraiment, pour conclure la conclusion, je voudrais vous rappeler qu'on focalise beaucoup en ce moment sur l'action, sur ce qui se passe sur Internet. Sur le fait que les groupuscules, toutes tendances confondues, s'expriment beaucoup sur Internet et que le nombre de sites se multiplie. Mais ayez bien à l'esprit que tout ne se passe pas sur Internet et qu'Internet mène aussi à la vraie vie. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les enquêtes sur les groupuscules AFO, puis sur les barjols, on a des gens qui effectivement prennent contact via Internet, via les réseaux sociaux, mais qui ensuite se rencontrent dans la vraie vie, échafaudent des plans ensemble. Ça ne se passe pas de manière virtuelle. Il y a des gens qui se réunissent et qui agissent pour de vrai. Il y a des publications qui continuent à voir le jour, ou qui continuent à apparaître. Il y a des activités qui peuvent être des camps d'été, des réunions publiques, des manifestations de voix publique. Bref, l'ultra-droite, ça n'est pas simplement l'univers virtuel d'Internet et des réseaux sociaux, c'est aussi une mouvance qu'on peut observer. C'est précisément ce que je fais dans le monde tout à fait réel. Donc Internet, c'est une porte d'entrée, c'est une chambre d'écho, mais ça n'est pas la totalité du phénomène.